Cher Johan, merci d'être avec nous ce soir à Bruxelles, en ce début de vacances d'été. Nous allons tout faire pour rester légers. Chez Alminreich, nous avons l'immense plaisir de découvrir votre exposition et tout particulièrement votre ensemble sculptural composé de 17 figures animalières et appelé Bestiarium. Bestiarium nous arrive du musée d'art et d'industrie André Diligent, la piscine de Roubaix, où l'exposition a connu un succès retentissant. À la piscine, la présentation, dans l'aile contemporaine du musée, était beaucoup plus serrée qu'ici. D'où l'impression d'une tribu de bêtes, un peu plus violente peut-être en France. Il se trouve que les espaces qui accueillent vos pièces à la galerie Alminreich à Bruxelles sont plus vastes, ce qui crée davantage de distance entre l'œuvre et le spectateur. Qui plus est, à Bruxelles, la narration du bestiarium s'avère légèrement différente, suite à l'inclusion de miroirs dorés, miroirs argent et de points d'observation variés. Chez Alminreich, la monumentalité de vos sculptures est encore plus éclatante. Donc, ne nous faisons pas appeler trop vite, dans les mots de Charles Baudelaire, pauvre Belgique. En vérité, je ressens une certaine gêne à vous aborder au sujet de vos œuvres. La discrétion de votre personnalité nous est connue. Vous êtes plutôt taciturne par rapport aux sources de vos œuvres, ainsi qu'aux modèles d'interprétation. Vous préférez que ce soyons nous qui trouvons notre place parmi vos sculptures. Et vous avez bien sûr raison. Le plasticien parle à travers ses œuvres, et tout le reste est du pur gazouillement. Or, nous parlerons quand même de vos formes, car leur figuration nous est lancée comme un défi. De prime abord, les contenus de la première salle sont mystérieux, pour ne pas dire énigmatiques. Tout de suite, cher Johan, tu nous cloues au sol. Tu nous installes devant 3 miroirs, un petit miroir doré et 2 miroirs argent, des bas-reliefs abstraits fraîchement produits. En plus, tu nous encercles avec 6 points d'observation, en réalité des tabourets de cirque en terre cuite émaillée, 3 cirques hauts et 3 cirques bas. Et au milieu de la salle trône un premier élément du bestiarium, la sauterelle. Pourquoi avoir ouvert Bestiarium avec la sauterelle ? L'expo ouvre sur un miroir. La galerie d'Alminreich, pour les gens qui ne la connaissent pas, est un espace extrêmement étrange parce qu'on rentre par la rue, une petite bookshop, et on doit prendre un escalier pour monter. Et donc on monte et on est face à un mur quand on rentre dans l'espace. Et donc on a réfléchi comment accueillir le visiteur. Donc la première chose, c'est que c'est une œuvre en grès émaillé doré qu'on a face à nous, qui fonctionne comme un miroir où on voit que son reflet, mais on ne se voit pas forcément. Et donc, et après, il y a une première petite salle avec cet animal au centre. Maintenant, j'espère que les choses dans l'expo que... Je n'ai pas envie de tout expliquer. Je pense qu'il faut sentir. Donc la chose, c'est qu'il y a ces points d'observation de cirque, qui rappellent le cirque, sur lesquels on peut s'asseoir, et au milieu, il y a une sauterelle. Bon, c'est un premier élément. On va peut-être trouver après pourquoi ils sont là. Tout à fait. Les points d'observation, cirque haut et cirque bas, font en sorte que ce soyons nous qui sommes exposés. C'est un peu ma réponse. Tu nous présentes ces socles comme autant d'assises, Sitzplätze, et des podiums à monter. Ainsi, sans échappatoire, nous faisons inexorablement partie de l'exposition, devenant partie prenante au sein du cirque et au sein du bestiaire. Nous sommes convoqués, même obligés,
à nous exhiber, à monter le tabouret au même titre du clown, de l'éléphant et du singe. À la base, les points d'observation, ce qu'on voit ici aussi, je les ai faits pour une expo dans un musée dans le sud de la France qui s'appelle le CRAC, le Centre d'art de Sète, où je me suis rendu compte que dans les galeries, dès qu'il y a un endroit où on peut s'asseoir, on est beaucoup plus dans l'expo que si on fait que passer. Surtout que les gens aujourd'hui, ils consomment les expos comme ils consomment leurs posts Instagram. C'est quelque chose, on regarde nos expos quelques secondes. Il faut expliquer pourquoi cette salle fonctionne de telle et telle façon. Ça doit aller vite. Et je me suis rendu compte que dès que je pose un objet où on peut s'asseoir, les gens passent beaucoup plus de temps dans mes expos que sans. Et donc, je me suis rendu compte que je pouvais aussi raconter quelque chose. Au lieu de mettre une chaise, je mets un objet, et cet objet, par sa forme, peut raconter une histoire. Et dans les points d'observation, je ne vais pas rentrer dans l'explication de ces pièces, mais au Musée d'art moderne de la ville de Paris, ils viennent d'accueillir un ensemble de 10 de ces pièces pour la salle du FI, parce qu'ils ont compris que ces pièces-là parlent de communauté, de relations, d'observation, etc., etc. Et dans les nouveaux points d'observation, ce n'est pas différent dans la pièce cirque. Mais si j'ai bien compris, c'est une première, au moins pour l'Europe, que c'est cirque haut et cirque bas. C'est une première tout court. C'est une première absolue. Oui, elles étaient à Roubaix, dans l'expo de Roubaix, où elles étaient confrontées à une œuvre que j'ai faite il y a 22 ans en banlieue parisienne, à Aulnay-sous-Bois, où j'avais fait une intervention dans les HLM de la ville avec des groupes de jeunes. Et à l'époque, c'est une pièce très compliquée, mais que c'est dans ma nature sur laquelle vous avez écrit. C'est dans ma nature montrait aussi, c'était une vision de la société. Là aussi, c'est une pièce trop compliquée pour expliquer maintenant, mais elle parle de est-ce que les murs bougent? Est-ce qu'on est bloqué de là où on vient? Est-ce que parce qu'on vient de la banlieue, est-ce que vous êtes une abeille ou une guêpe? Est-ce que vous êtes un pou ou une araignée? Et les points d'observation faisaient partie de cette histoire. C'est un peu difficile à comprendre là, mais j'ai perdu ma question. On parlait des socles et des... C'est pas des socles. La chose, c'est elles rappellent des socles. Elles rappellent des socles. Elles sont comme des socles. Donc comme les cirques sont aussi comme des socles. C'est des socles très colorés, très joyeux. Si c'est des socles qui rappellent aussi un objet qu'on trouve dans la sculpture classique, mais qui sont aussi un objet dans les ports. In the haven is dit een meerpaal. Comment on dit en français? Une bite d'amarrage. Donc l'idée de la blague belge qu'on est assis sur une bite d'amarrage, qui est le symbole de la stabilité, pour moi c'est important. Comme le fait d'en avoir un seul, on observe. Quand on a deux, on dialogue. Quand on a trois, on invite l'étranger. Quand on a quatre, on a un groupe. Et dans l'installation au Musée d'art moderne de la ville de Paris, ces configurations ne font que bouger. Donc tout d'un coup, en partant d'un objet qui est entre le design et la sculpture, on tombe dans la discussion de ce que c'est la société, de comment c'est aussi des pions
qui bougent. Des pions d'échiquier, on pourrait dire. C'est un échiquier. Donc dans la première salle, le spectateur devient comme un animal de cirque. Ça veut dire, est-ce que vous tous, est-ce que nous tous, nous sommes en ce moment pas que des animaux de cirque? Est-ce qu'on n'est pas tous des gens qu'on manipule? Est-ce qu'on n'est pas tous des gens qui font partie du cirque où on se met, parce que là je suis un clown, je me mets en scène, je fais mon cinéma devant Instagram. Est-ce que chacun d'entre nous, on est complètement addicted à cette machine? Comment montrer ça sous la forme d'une petite assise dans une expo, sans le dire? Et donc je pense que là, dans la première salle, pour moi, c'est un peu ça. Et à côté, il y a ce grand animal qui est la sauterelle. Et la sauterelle, elle a une forme qui est devant nous que personne n'ose décrire. Sauf moi. Oui, mais justement, j'ai peur. Si vous allez décrire, j'ai peur parce que... Ben, je peux adoucir un peu. Ouais. Mais elle est bien là, la sauterelle. Et merci beaucoup de vos explications parce que, comme je l'ai déjà dit en amont, vous êtes un grand discret. Et toute votre œuvre fait preuve de discrétion, je trouve. Toute votre œuvre possède cette délicieuse qualité de discrétion, un caractère, un grain introverti, mais qui invite vraiment à la réflexion, à la méditation, et qui ne donne pas des réponses faciles ou immédiates ou simplistes. Ça, c'est une question de liberté. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes, c'est devenu comme un métier, c'est devenu aussi un produit. Quand vous avez dit le mot produire, je l'ai dit déjà 10 000 fois aux assistants des galeries, je dis, il n'y a qu'un seul mot que je ne veux pas entendre, c'est produire une expo. On ne fait pas, on ne doit pas être naïf. Moi, je ne crache pas dans la soupe. J'adore le business, j'adore faire les expos, j'adore vendre les choses, mais j'essaie de ne pas produire un produit. Bien que ça devient un produit, mais je ne veux pas dire je fais une production. Donc j'essaie de faire des œuvres qui à chaque fois sont des œuvres uniques. Et quand vous dites elles sont discrètes, elles ne se livrent pas forcément. Elles ont plein de couches. Elles ont l'air assez naïves, peut-être, mais en dessous, il y a plein de couches et comme la discrétion ou les secrets qui sont dedans. Oui, vous êtes un grand secret. C'est vrai. Je voulais revenir à cette idée d'exhibition, en fait, ou de la mise en scène et de l'implication du spectateur dans l'exposition, dans la présentation. Et je voulais revenir aux miroirs, les miroirs dorés et argent qui fonctionnent pour moi tout comme les points d'observation, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui nous tendent littéralement un miroir. Les pores dans la terre cuite nous renvoient aux pores, pour moi, de nos visages. Et j'aime la matérialité de ces œuvres, donnant lieu à une absorption de la peinture qui est très peu habituelle, qui est très fin et très très beau. Si je peux broder là-dessus, le fait c'est que les premiers miroirs que j'ai faits, je les ai faits en 86. Elles étaient montrées à la Villa Médicis. C'est des grandes sortes de panneaux en terre cuite avec des vitres de verre collées dessus, qui étaient des sortes de pièces très minimales que la plupart des gens ne connaissent même pas de mon travail, où c'était aussi cette idée d'un memento mori,
parce que finalement, pour moi, elle fonctionne aussi, c'est inconnu. Cette peur face à la mort, où je ferme les guillemets. Et la forme des miroirs qu'on a ici à la Galerie Alminrecht, elle est arrondie. Elle reprend à la lettre la forme des socles des sculptures animalières du bestiarium. Bon, pas toutes les œuvres ont des socles, mais une nuit, je me suis réveillée en ayant cette révélation. Parce que j'étais fascinée par la forme arrondie de ces miroirs qui me disaient, qui me rappelaient quelque chose, mais sans que je ne puisse dire quoi exactement. Et sauf si je n'ai pas compris, mais pour moi, il y a un rapport entre donc le socle des éléments du bestiaire et les miroirs présentés à Bruxelles. C'est ça, c'est effectivement les histoires des socles. Ça, c'est des socles. Les plaques sont des socles, mais c'est aussi des histoires de peinture. C'est aussi des histoires de l'histoire de l'art, etc. C'est des pièces codées quelque part. Oui, nous y reviendrons. Okay. Nous y reviendrons. Sur l'idée du paysage, par exemple. Mais donc pour moi, la forme du miroir qui reprend à la lettre la forme de certains socles, donc des sculptures du bestiarium, dégage pour moi un message assez clair. Bestiarium ici, bestiarium là-bas, bestiarium partout, bestiarium en nous. Et les miroirs dorés et miroirs argent nous renvoient des reflets dorés et argentés. Les points d'observation, cirque haut et cirque bas, exhibent des couleurs non pas gaies, mais très gaies. Il y a du rose, du jaune safrané, du pourpre, du vert, rappelant l'âge d'or de l'imagination, peut-être, pour moi, le jeu, l'enfance. L'atmosphère est tout à fait non conflictuelle, dans la première salle, pour moi, paradisiaque. La sauterelle, pour sa part, apparaît, et là je suis curieuse d'avoir ta réaction, cher Johan. Pour moi, la sauterelle, elle apparaît tel un objet hautement érotique. Il suffit de regarder ses couleurs, et en plus, elle possède une double paire de jambes, écartées. Elle est, à mon avis, réellement très sexuée. Mais vous voyez ça partout, Barbara. Oui, peut-être. Pour moi, c'est une œuvre polyamoureuse, et j'ai l'impression d'assister à une orgie de la nature. La sauterelle pourrait pour moi être un souvenir dionysiaque, avec le motif ornemental des branches qui court le long des jambes et qui serait ainsi un lointain rappel du lierre de Bacchus. Ben, c'est très beau, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'elle fait, une sauterelle ? Que fait une sauterelle ? Elle saute. Elle saute. Et l'idée de la sauterelle, quand elle saute, qu'est-ce qui est derrière l'idée de la sauterelle qui saute ? In Vlaams, de springhaan. Het verhaal van de springhaan en de mier. L'histoire de la sauterelle et de la fourmi. Il n'y a pas de fourmi. Que fait la sauterelle ? Elle saute. Elle ne travaille pas. Non, c'est pas ça. Elle a une autre vision du travail. Ah, c'est mieux ça. Parce que la sauterelle, elle saute et il y a l'idée de la joie, il y a l'idée de la musique, il y a l'idée de la gaieté, il y a l'idée de l'art. Et donc on peut dire que cette sauterelle sexuelle qui saute et qui bouge, c'est aussi une idée de la liberté. Et donc finalement, cette liberté qu'elle a au milieu de cette salle, ça dit déjà quelque chose. Donc finalement, on pourrait dire que c'est l'image aussi d'une vitalité, parce que vous avez dit, elle est sexuelle. Comme la nature. Comme la nature, mais en plus, finalement, il y a un gros sexe masculin en plein milieu de l'expo. Vous l'avez vu ou pas encore ? Oui. Donc l'idée, c'est qu'il y a cette idée de la liberté, pour moi. Merci.
Non, vous ne l'avez pas vu comme ça? Si, je l'ai vu comme ça. En fait, j'ai écrit que pour moi, l'œuvre La Sauterelle, elle fonctionne dans les deux sens. Parce que vu dans un sens, on serait peut-être devant un phallus, et vu d'un autre point d'observation, justement, devant un derrière. Donc je me demandais si cette sculpture, en quelque sorte, elle nous suggère que c'est l'érotisme, que c'est le désir qui structure le monde, que c'est l'érotisme qui gouverne le monde. Ça, c'est à vous de décider si elle est étrangère à l'intérieur de la scène ou si elle est en opposition. Donc c'est là où vous dites, c'est pas un pamphlet politique qui dit c'est comme ça et pas autrement, c'est plus vague. On peut aussi voir la sauterelle comme une idée de la mort. Parce que d'un côté, il y a le sexe, mais ça peut être aussi l'idée justement de quelque chose qui s'éteint, comme la mort. Ça peut être aussi, justement, dans chacun des œuvres, la façon dont elles sont émaillées dit autre chose. Donc, par exemple, la sauterelle, les émaux sont délavés. Oui. Elles sont délavées. On a comme l'impression d'aquarelle. Oui, on a l'impression d'aquarelle. Là, il y en a d'autres sculptures qui sont comme peintes, où les gestes de la peinture sont visibles. Il y en a d'autres où l'émail, c'est par l'action du feu que le dessin se construit. Si, vous me faites rêver, je vais plutôt me taire. On va pas... J'ai un tempérament assez rêveur. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, dans les 2 salles suivantes, cher Johan, tu nous invites non plus à nous exhiber, mais à nous asseoir sur des points d'observation plus neutres que les cirques hauts et cirques bas, surtout par les couleurs aussi, ici à Bruxelles, à la galerie Alminreich. Et c'est ce que nous faisons de bonne foi. Or, tout de suite, nous sommes dévisagés, parce que tes sculptures animalières nous regardent et nous interpellent. La mouche morte, l'araignée morte, le lièvre, le mouton nommé Bedotte, ils nous regardent. Dans The Art Newspaper du 1er mai 2022, Flora Rosset a remarqué que tu observes l'animalité sous le prisme du politique, de l'humanisme et de la monumentalité. Ailleurs, il est question d'un travail qui revisite un imaginaire mythologique et l'univers des fables de La Fontaine. Tu explorerais les frontières poreuses de l'animalité. Est-ce qu'avant de faire une danse tout à fait subjective dans les contenus des 2 salles, tu peux nous en dire un peu plus sur les sources du bestiarium, en sachant que ce n'est pas le bestiarium classique qui a figuré parmi le bestiaire médiéval, pour ainsi dire, qui a figuré comme un modèle, mais que c'est par exemple, si j'ai bien compris, un programme comme Fabeltjes Krant. Oui. Il y a plusieurs réponses à une longue question. D'abord, je ne suis jamais animalier. Je ne suis pas un animalier. Je ne sais pas si une mouche a 4 pattes ou 6. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée à quoi ressemble un chien même de près. Les animaux, ce n'est pas une histoire d'animalier, de sculpture ou de sculpture animalière. Pardon, c'est mon français qui n'est pas suffisant. Non, c'est très bien parce que c'est une vraie question. Est-ce que ça c'est un? Et après, bestiarium, ça vient de Colin Lemoine. Colin Lemoine est un jeune poète, écrivain, conservateur de musée, qui a beaucoup écrit sur mon travail, qui le connaît depuis très longtemps, où on a publié plusieurs livres ensemble, qui est le jeune homme qui a aussi fait le travail pour ce livre, où il a demandé à 8 écrivains en tout d'écrire des textes. Colin, quand on a regardé ce travail que j'avais fait pendant 3 ans, parce qu'on est face à quelque chose qui a 3 ans
de travail, que j'ai gardé secret, que j'ai montré à personne, où j'avais promis à Alminreich une vraie expo. Et donc, je ne me suis pas fait un programme. Je ne me suis pas fait un programme comme aux Beaux-Arts de Bruxelles, où les élèves doivent écrire un programme sur ce qu'ils vont faire. Je ne fais pas de programme. Je me suis dit, je vais faire des choses en toute liberté. On était en plein Covid en plus, après. On était dans une situation où le monde, on sent qu'il y a des gros changements. J'ai dit, je vais faire ça. Et c'est Colin Lemoine, et dans les discussions avec Colin, qui a suggéré ce titre, parce que dans ce mot, on a beaucoup de liens avec l'histoire, avec la littérature, donc on peut y mettre beaucoup de choses, mais je dois à Colin le titre. Donc le titre Bestiarium est un titre de curateur, pour ainsi dire. Oui. Par contre, le titre des pièces, les titres des pièces sont des titres d'artistes. Oui. Les titres sont mes titres qui, pour une fois, sont assez simples. Souvent, je fais des titres très poétiques, très longs, qui sont presque un poème ou un Why does strange fruit always look so sweet, etc. C'est des grands titres. Ici, elles ont quelque chose de très court, et par leur côté court, je pense que ça dit aussi plein de choses, finalement. Ça dit, c'est des entités, je ne sais pas, mais j'aime bien la force de ces titres courts. Ça devient le chien sale, le chien mort, la mouche morte. Oui, il y a toujours un adjectif, pas toujours, mais il y a souvent un adjectif. Oui. Vous ne parlez pas d'adjectif où je vais avoir des sueurs froides, ça me fait... Un mort, c'est quand même un adjectif auprès de chien mort ou la mouche morte, l'araignée morte, etc. Je pense que c'est quelque chose, quand j'ai fait l'expo qui s'appelait « En quarantaine à Sète », sur le brise-lames de Sète, dans une ancienne quarantaine, il y a 23 ans, quand on était en pleine épidémie du sida, ça avait une importance. Je ne sais pas comment j'arrive à ça. On parle de l'adjectif mort. Oui, l'araignée morte. C'est ça, de la mort. Mm-hmm. De la mort. Le chien mort. Non, le chien mort. Là, il y a 25 ans, on était en pleine épidémie du sida. Il y avait tellement de jeunes artistes autour de nous, on était jeunes, autour de nous, qui d'un jour au lendemain étaient morts. C'est une chose qui m'avait beaucoup, les odore di femmina, que les gens regardent comme des pièces très séduisantes et très belles, finalement, elles ont aussi derrière quelque chose à faire avec la mort. Et donc que cette série, en plein Covid, parle aussi de ces questions fondamentaux, parce que tout d'un coup, vous tous, on était seuls dans une chambre, seuls ou avec 2, 3 personnes, ne pas sachant ce qui se passait. Je pense que ça fait partie de ces œuvres aussi, et que j'essaye quand même de dire, peut-être quelqu'un dans 30 ans, quand il va regarder la mouche morte, qu'il va ressentir un peu, même mon petit chien ici, qui est comme un paysage, pour moi, il parle aussi un peu de tout ça. Pour moi, le lièvre aussi, parce qu'il a le museau ficelé, oui. Et on pourrait le considérer comme un masque, éventuellement. Mais bon, c'est tout à fait subjectif, bien sûr. Dans plein de ces histoires, le lièvre avec... on peut aussi trouver une symbolique religieuse, etc.,
Je dirais c'est des pièces à tiroir. Mais c'est ça qui fait le réel intérêt, à part leur extrême beauté. Ouais. Les pièces sont d'une beauté exquise. Moi, je pense que vous vous êtes réellement surpassé, encore une fois, avec cet ensemble. Mais ça, je dois dire, c'est donc grâce à... Je travaille depuis une dizaine d'années avec Structure 68 à La Haye, et Jacques, Théo et Rob. Jacques doit avoir, je ne sais pas, entre 75 et 80 ans. Les deux autres ont 65 ans. Ils me disent, Johan, avec toi, on fait des choses qu'on n'a jamais fait pendant 50 ans dans notre atelier. Parce que tu essaies à chaque fois de nous pousser. Donc c'est aussi un travail où j'ai eu des gens qui m'ont aidé à le faire. Je dois les saluer aussi, parce que quand je dis à Théo, j'ai envie d'un émail qui va être comme de la lave, qui va exploser, qui va s'effriter, il dit, mais Johan, en 50 ans, tous mes émaux étaient parfaits. Personne ne m'a demandé un émail qui va... Et donc on fait 50 tests pendant 3 mois pour trouver un émail. Et tout d'un coup, là, par exemple, sur le chien, de l'autre côté, il y a comme des algues. Et quand on regarde l'émail sur son dos, l'émail dessine comme des algues. Ça, c'est quelque chose entre l'aide, l'intuition et ma folie. Et un peu de chance. Et donc, c'est là aussi que 30 ans de terre ont donné ces œuvres. Et c'est vrai que pour moi, la beauté est quelque chose de primordial. Je trouve la beauté, c'est pour ça que dans les années 80, je suis allé dans la céramique, parce que ça pouvait m'amener la couleur et la beauté d'une autre façon. Oui. Oui, les couleurs sont vraiment extraordinaires. On pourrait en parler pendant plus d'un quart d'heure. Ah non. On ne fera pas. Repensons à la mouche morte. Oui. C'est un chef-d'œuvre, là encore. Et ouais, c'est un chef-d'œuvre qui va rentrer dans les collections du Musée d'art moderne de la ville de Paris, n'est-ce pas? Maintenant, c'est plus ou moins officiel. J'espère que, touchons du bois, mais normalement, il y a 3 grandes sculptures qui rentrent dans les collections du musée. Le musée qui venait déjà d'acquérir une installation de point d'observation pour la salle du FI, donc c'est super important. Mais je suis content aussi parce que quand une œuvre comme ça rentre dans une collection publique, je sais que je vais pouvoir aller dire bonjour à la mouche morte. Parce que souvent, j'aime bien quand les œuvres partent dans des collections privées, mais souvent, on ne les voit que 20 ans après. Et là, je suis content que ce sera... malheureusement, c'est bien, c'est un musée en France. J'attends, en tant que flamand et belge, le retour en Flandre avec une collection d'un musée belge, mais... Comme je n'ai pas encore 80 ans, je sais qu'il faut encore un peu de patience, mais ça viendra. Mais en tout cas, c'est déjà magnifique que ces œuvres vont dans le musée. Ce qui n'empêche pas que d'autres œuvres vont dans des collections privées, où je sais que les gens... les chérissent et vivent avec. Au quotidien, etc. Oui. Moi aussi, j'étais vraiment euphorique par rapport à cette nouvelle pour le futur de la mouche morte. Déjà parce que j'espère avoir accès à l'œuvre plus facilement, et aussi parce que l'œuvre, elle sera décrite, elle sera interprétée, elle sera contextualisée, elle figurera dans des grandes expositions parmi des œuvres qui, peut-être aujourd'hui, n'existent pas encore. Donc, peut-être, ça on ne sait pas. Elle aura un futur brillant. Oui. Elle aura un futur brillant, et puis c'est une œuvre exceptionnelle, je trouve, dans la mesure où on a, de prime abord, on a comme l'impression de rencontrer un bronze. Je ne sais pas comment c'est possible, mais... Ça, c'est que de la cuisine.
Oui, c'est la cuisine. C'est encore la cuisine. C'est que de la cuisine. Mais moi, j'aime bien, je fais aussi des grandes sculptures en bronze où les gens, de temps en temps, me disent « Ah, on a adoré tes céramiques, c'était que des bronzes. » Et vice-versa, j'aime bien toujours mettre les gens sur le mauvais pied. Comment on dit en français? Sur le mauvais pied. Mettre les gens un peu en porte-à-faux. J'aime bien ça aussi, de voir quelque chose et de se rendre compte 6 mois après que finalement, c'est tout à fait autre chose. Je pense dans l'émail, c'est aussi une beauté qu'elle peut suggérer plein d'autres choses. Et c'est le secret de l'artiste de posséder the lie of imagination, le mensonge de l'imagination. C'est très beau. C'est très beau. Par rapport aux collections belges, bien sûr, Johan, tu es présent dans de nombreuses collections privées. Par contre, mentionnons quand même aussi ta présence dans les collections de la communauté flamande de par Pliny's Sorrow à Anvers, en face du musée Red Star Line, et puis sous le clocher de l'église de Malines, le grand vivisecteur, qui est un bronze absolument extraordinaire et qui fait partie, je dirais pas petit à petit, mais bon, qui fait partie de l'imaginaire populaire et borghese de la ville et de la communauté. Donc voilà, si j'étais directeur de musée, je vous prendrais tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Je prends la carte bleue. Il faut une carte d'or peut-être, comme de la glace. Oui, c'est ça. Comme la glace. Alors retournons encore à la mouche morte, si tu veux bien. La mouche morte est une drôle de mouche morte. Elle est porteuse de 4 membres, mais bon, ça, on le sait. Elle est affublée de 2 membres clairement humains, on dirait des jambes humaines. Et elle possède 2 ailes somptueuses en argent, étalées autour de son corps, comme un foulard de jeune mariée. Si vous ne me croyez pas, il faut aller voir, ça vaut la peine. Elle prend des allures de bronze. Sommes-nous devant l'Olympia de Johan Créten? La mouche morte affiche-t-elle la mise en scène du repos après l'amour? Qui le sait? Qui le dira? Quant au prisme du politique mentionné plus haut, tournons-nous vers l'œuvre Un mouton nommé Bedotte, une œuvre riche en contrastes, avec le museau de la bête et le socle brillant, vis-à-vis l'effet mat des roses et des touches d'or de la peau. S'il devait s'agir de politique religieuse, voici ce constat. Déjà et tout simplement par son titre, le mouton de Johan Créten s'éloigne de l'agneau mystique de Van Eyck. D'ailleurs, Bedotte signifie tromper. Alors, cher Johan, lors d'une conversation avec le psychanalyste Guidino Gosselin, vieille de 8 ans, il est vrai, tu t'es exprimé au sujet de la Flandre religieuse. Tu y as dit notamment que l'Église et la religion ont imprégné ta jeunesse. Leur influence dans mon œuvre est aussi cruciale que le rejet qu'ils ont suscité par ailleurs en moi. Beaucoup de mes sculptures présentent des références à des images de la religion, telles la ruche ou le poisson, la vigne ou le coq. À Rome, l'imagerie de la ruche et de l'abeille se retrouve partout, en ville, et a donné naissance à toutes ces œuvres évoquant l'idée de la communauté, de la société. Il y a aussi l'image du Christ dans mes œuvres. Dans Bestiarium, non seulement nous rencontrons une œuvre qui rappelle, même si c'est un écho lointain, l'agneau mystique de Van Eyck, mais on rencontre également un pélican qui rappelle le don de soi christique, parce qu'en fait, la femelle du pélican, elle nourrit ses petits de sa propre chair. Donc, le magret de pélican, pour ainsi dire, est donné aux jeunes oiseaux. Et donc, c'est l'idée du don du Christ et bon, de l'offrande du Seigneur pour la rédemption de la chrétienté.
Alors on a ce pélican qui est un peu troué devant. Et à propos du mouton bedotte, j'ai lu que la peau de mouton n'est pas sans rappeler le logement social. Est-ce que le mouton nommé bedotte nous parle d'une façon ou d'une autre de l'hôpital ? C'est pour ça qu'au musée à Roubaix, j'avais montré C'est dans ma nature, une œuvre faite il y a 20 ans en banlieue, où il y avait beaucoup d'images d'insectes. Donc je vous rappelle, vous êtes quoi? Are you a flea? Vous êtes quoi? Une guêpe? Une sauterelle? Qu'est-ce que vous êtes? Et donc, effectivement, cette idée que les animaux peuvent aussi représenter des choses sociétales, c'est clair que ce n'est pas anonyme, c'est pas anodin, pardon, c'est pas anodin de faire un mouton dont la peau peut devenir une architecture. Mais à nouveau, je pense que sans aller expliquer toutes les œuvres, parce qu'on n'est pas là, je pense qu'il faut se dire que les œuvres ont... Quand j'ai raconté à ma mère, quand j'avais 18 ans, un de mes plus grands secrets que je n'avais jamais partagé avec mes parents, c'était un moment extrêmement douloureux. Ma mère a répondu, mais Johan, ça fait 10 ans que je regarde tes œuvres, je sais tout. La chose, c'est que les œuvres expliquent tout, même avant que moi je suis prêt à en parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que beaucoup de ces œuvres disent des choses que je sais peut-être même pas moi-même encore. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu déjà souvent dans les œuvres plus anciennes, dans mon propre travail. Je dis, mais tu ne te rendais pas compte des batailles internes que tu menais et que tu as exprimées. Et donc, c'est une façon assez classique de l'œuvre d'art qui transmet, je ne sais pas. Et n'est-ce pas douloureux pour toi de les voir partir? Est-ce que tu en as gardé une quelque part qu'on ne connaît pas et dont on ne trouve pas de traces dans le catalogue? Est-ce que... Non, je suis toujours confiant que En tout cas, je sais que je n'en ai pas pour longtemps. Donc je sais qu'à un moment, ces œuvres-là, quelqu'un d'autre doit s'en occuper. Donc c'est bien de savoir qu'elles partent, que les gens vont s'en occuper. Moi, j'adore chez Breton, vous voyez, Breton... André Breton, le surréaliste. Chez André Breton, dans sa maison, il y avait des petits masques d'esquimaux avec des plumes. Et on se dit, mais un objet comme ça, avec des plumes esquimaux, qui date de 150 ans avant André Breton, qui existe encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant toute cette période, des gens l'ont assez aimé, l'ont assez respecté pour que ça ait survécu jusqu'aujourd'hui, jusque chez nous. Et c'est parce que ce petit masque n'était pas un produit, si je vais un peu radical, c'était une chose possédée. C'était une chose dans laquelle il y avait autre chose que juste un truc qu'on produit pour la vente, pour le marché, Donc je résiste à chaque fois. Je dis, essaye de faire quelque chose, essaye. Je sais que je ne vais pas y arriver parce que j'essaye. Et j'espère juste qu'il y aura assez de gens qui vont dire, on va s'occuper de ces choses. Et elles vont peut-être survivre. Est-ce qu'elles vont survivre 5 ans, 50 ans? Moi, en tout cas,
Donc je suis content que La Mouche Morte est dans un musée, parce que j'aimerais bien la revoir. Mais la plupart de mes collectionneurs, quand je les appelle, par exemple, Claude Dantenez du musée de la chasse et de la nature, il y a quelques années, achète dans une maison de vente une de mes sculptures, petite sculpture, une sorte d'oiseau cormoran. Et je vais le voir au musée, et je dis, Monsieur Dantenez, j'ai vendu cette œuvre beaucoup trop tôt. Je n'ai pas fini avec l'œuvre. Est-ce que vous pouvez me la prêter un mois? Donc le musée me la prête pendant un mois. Et aujourd'hui, vous l'avez 5 mètres de haut dans le port d'Anvers, parce que c'était pas la fin. Donc souvent, les collectionneurs sont prêts à me montrer mon travail pour que j'en ai besoin. Je pense qu'il y a des œuvres, j'ai envie peut-être de les re-rencontrer. Oui. Mais au même moment, je ne crache pas dans la soupe, je mange, je vis, il faut qu'elles doivent trouver leur place. Et ce qui est bien, c'est que dans les années 80, quand j'ai commencé avec la céramique, c'était tabou en Flandre et dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes artistes, même à Bruxelles, quand ils font de la céramique, qui disent Johan Creighton, quand il a montré chez Perrotin et chez Almine, il a peut-être ouvert une porte. Et donc, je pense que c'est aussi, peut-être que nous aussi, en tant qu'artistes, on doit ouvrir des portes pour d'autres, pour que d'autres... J'ai vu déjà beaucoup de bébés de Odore di Femmina. J'ai vu beaucoup de bébés de... C'est fantastique. Et ça, c'est fantastique, parce qu'il faut qu'on ouvre des portes. Oui. Comme vous, vous avez écrit un texte formidable là-dedans, et aussi dans le livre sur C'est dans ma nature, parce que vous aussi, vous ouvrez des portes. Merci. Bon. Ouvrons-les le plus largement possible, je dirais. Bon. Et pour revenir au bronze, il y a derrière nous un grand oiseau, parce qu'on a effleuré l'idée de paysage, et tout comme les flamands, en fait, ce sont des œuvres paysages aussi. Et déjà par leur titre, ils le disent, parce qu'un des flamands est appelé le flamand 3 ou la grotte. Oui. Et le grand oiseau, il a des œuvres pendantes, largement écartées du corps. Et moi, je rêvais déjà à ce que tu en fasses un bronze. Oui. Et de telle manière, les ailes pourraient nous enlacer quelque part. Et j'y pensais en repensant à l'œuvre Amaline, le grand vivisecteur, dans lequel nous reconnaissons bien évidemment la figure du hibou, mais c'est une œuvre dans laquelle on peut littéralement s'asseoir. Et c'est une chose rarissime et très précieuse, et c'est un geste très généreux. Et je pense qu'avec le grand oiseau, on pourrait arriver à un bronze extraordinaire également. Je demanderai à la collectionneuse qui l'achète, je demanderai si je passerai peux commande. Ouais. Okay. Et donc voilà. On pourrait continuer encore pendant longtemps. Oui, mais, ce sera pour une autre fois. Ce sera sûrement pour une autre fois. Les jeunes, ils ne sont pas la concentration que nous, vieux monsieur. Mais non, c'est formidable. Mais merci beaucoup à vous, à toi, à vous tous. Je voudrais juste dire qu'à Bruxelles, Johan est présent ailleurs. Par exemple, dans une très très belle exposition de collection à la Banque nationale, avec une œuvre que je n'appellerai pas de jeunesse, mais parce que c'est une œuvre réellement clé, la langue, que vous pouvez aller admirer à la Banque nationale. Et sinon, il y a une autre œuvre formidable, mais mon ordinateur, il bloquait, donc je n'ai
pas réussi à retrouver le titre exact. C'est le cheval de Troie. Le cheval de Troie, dans l'exposition Portrait of a Lady à la Fondation Ampin ou Bogossian, si vous voulez. Donc, il y a au moins une triple présentation publique ou semi-publique à Bruxelles. Etc. Laten we ervan genieten, zou ik zeggen. Absoluut. Ja, En dank je wel voor Dank je deze wel. fantastische toelichting en deze prachtige, werkelijk prachtige tentoonstelling. Dankjewel Barbara, merci beaucoup. Et merci pour ta vision, parce que comme je disais dans le livre, les textes, c'est très important que d'autres gens traduisent pour nous aussi et ouvrent la porte au public pour regarder nos œuvres. Et je sais que vous l'avez fait déjà de façon magistrale. Et merci beaucoup. Et je vais réfléchir au grand oiseau. Oui. Vous voulez combien de mètres de haut? Le plus haut possible. Ah non. Un gratte-ciel, ce ne sera pas pour demain. Merci beaucoup, Barbara. Merci. Dank je wel, Johan. Merci.